Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux que SIDAction m'ait invité à animer cette plénière sur l'impact de la Covid sur la lutte contre le VIH. Je suis Éric Fleutelot, je suis le directeur technique du département santé d'Expertise France, l'agence de coopération technique internationale, opérateur du ministère des Affaires étrangères et bientôt un membre à part entière du groupe AFD. Dans mes fonctions, je dirige deux programmes qui sont assez ambitieux et extrêmement excitants. L'initiative que beaucoup d'entre vous connaissent, qui apporte assistance technique et des financements additionnels, dont à SIDAction, dans une quarantaine de pays, en complément du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et le deuxième programme, c'est Success, qui vise à vérifier la faisabilité d'une stratégie de prévention secondaire du cancer du col de l'utérus, et notamment pour les femmes vivant avec le VIH, et ce, dans 4 pays, le Guatemala, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et les Philippines. C'est un projet qui est financé par United. Mais passons à notre plénière, qui est une plénière, vous allez voir, pleine de talent. Donc, j'espère que vous arrêtez de regarder vos emails et que vous êtes bien concentrés parce qu'on va parler d'un sujet qu'on a tous l'impression d'avoir vécu à la fois personnellement au cours des 18 derniers mois, mais aussi professionnellement, pour lequel je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un peu de recul, d'un peu de hauteur de vue. Et les 4 intervenants qui vont se succéder cet après-midi vont s'attacher à cette hauteur de vue, je n'en doute pas. Alors, nous allons commencer par Nathalie Lidier, et elle a une formation qui, moi, me plaît beaucoup, puisqu'en fait, elle a une formation pluridisciplinaire. Elle a un doctorat en géographie de la santé, un post-doctorat en démographie à l'Université de Montréal. Depuis 2004, elle a travaillé à l'INPES, mais maintenant, elle est responsable de l'unité santé sexuelle à la direction de la prévention et de la promotion de la santé à Santé publique France. Et ces champs de recherche sont principalement la prévention et le dépistage du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles, la santé sexuelle et de la reproduction en France, y compris dans les territoires d'outre-mer. Et aussi un travail sur les migrants et la santé en France, et puis les expérimentations en prévention. Et sa présentation, elle porte sur l'impact de la COVID-19 sur le dépistage et la prévention du VIH et des IST bactériennes. Et vous allez voir, ce qu'elle va nous présenter est à la fois stupéfiant et passionnant. Nathalie, c'est à vous. Merci beaucoup, Éric. Bonjour à tous. Très heureuse d'être avec vous cet après-midi. Merci pour votre invitation. Alors, voilà le moment critique où il faut partager sa présentation. Donc, hop. Je vais la mettre en plein écran. Voilà, c'est bon. Donc, alors effectivement, donc pour aborder avec vous donc cette question en fait de l'impact en fait de la crise sanitaire sur le dépistage et la prévention, on va passer en revue en fait 2 types de données. Donc dans un premier temps des données d'activité où on regardera l'impact sur le dépistage du VIH, le dépistage des IST bactériennes et puis également l'impact sur les délivrances et l'instauration de la PrEP. Et puis dans un deuxième temps, je vous présenterai des données socio-comportementales donc qui sont issus en fait de l'enquête ERAS Covid-19, donc une enquête menée par Santé publique France auprès des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et puis j'essaierai de discuter ces différents résultats. Alors, on démarre par l'impact de la crise sur le dépistage du VIH et je vous présente ici des données qui ont été produites par mes collègues de la direction des maladies infectieuses. Alors, ce premier graphique, en fait, pour replacer finalement un peu le contexte dans lequel on se trouvait en fait quand la crise a démarré, donc est représenté ici, en fait, le nombre annuel de sérologies VIH réalisées depuis 2013 en France. Et vous voyez qu'on était depuis 2013 dans une tendance à la hausse, donc assez forte d'ailleurs ces dernières années, puisque entre 2018 et 2019, on avait enregistré plus 6% de sérologie pour atteindre à peu près 6 200 000 sérologies, auxquelles en fait on pouvait ajouter pour l'année 2019 à peu près 80 000 autotests VIH qui correspondent aux ventes en pharmacie. Et on observait également une augmentation des ventes de 6% sur la période 2018-2019. Donc, disons, dans un contexte assez favorable d'accroissement en fait du dépistage.
Alors, si on zoome sur la période donc, plus récente, donc vous avez représenté ici le nombre mensuel de sérologies VIH remboursées. Donc là, il s'agit des données, ce qu'on appelle du CNDS, qui est le Système national des données de santé, donc en fait de l'assurance maladie. Et donc, vous voyez, vous avez représenté ici le nombre de sérologies mensuelles, donc pour l'année 2018, pour l'année 2019 et pour l'année 2020. Et donc là, vous voyez que le graphique parle de lui-même. Hein. On retrouve pour 2018-2019 des petites fluctuations, mais avec une tendance, vous voyez, à la hausse. Et puis, à partir de février 2020, la dégringolade et cette forme en V que l'on va retrouver quasiment sur tous les indicateurs. Donc, vous voyez un effondrement en fait du nombre de tests au moment du premier confinement. Donc, cet effondrement, il a été évalué à moins 55%. Pour l'ensemble en fait des hommes et des femmes, avec un impact un peu plus marqué en fait pour les hommes. Vous voyez, moins 66% versus moins 49% pour les femmes, et on explique cela par le fait qu'on pense que le dépistage en fait prénatal a été maintenu, et donc c'est pour ça que les femmes auraient été moins impactées que les hommes. Alors vous voyez, après le confinement, on a une reprise assez rapide du nombre de tests, mais malgré tout, on reste à un niveau inférieur. Et si vous regardez le point en fait de décembre 2020, vous voyez qu'il est au niveau en fait du point de décembre 2018, et que on enregistre finalement pour l'ensemble de la période un recul de 10% des tests de dépistage, ce qui est quand même extrêmement important. Alors, cette diapositive pour vous montrer que en fait, cet impact, il est général et qu'il a concerné aussi bien la métropole hors Île-de-France que l'Île-de-France, mais même les départements d'outre-mer. Alors là, on a l'impression que l'impact est moins important, mais c'est simplement un niveau d'échelle. Si vous regardez ici, en fait, les pourcentages, vous voyez qu'on est très proche, donc moins 54% pour la métropole hors Île-de-France, moins 59% pour Île-de-France et moins 56% pour l'outre-mer, et un impact sur l'année qui est proche de 10%. Alors, je vous ai remis ici un autre indicateur, donc, qui est la vente des autotests VIH en pharmacie. Donc, toujours même principe, 2018, 2019, 2020. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, entre 2018 et 2019, on avait noté une augmentation des ventes d'autotests VIH en pharmacie, puisqu'on était autour de 75 000 en 2018, autour de 79 000 en 2019. Et vous voyez à nouveau en 2020 cette chute en fait des ventes au moment en fait du confinement, et une reprise qui est, elle, assez modeste. Et sur l'ensemble en fait de l'année 2020, on note un recul de 22% des ventes d'autotests en pharmacie, puisque pour l'ensemble de l'année 2020, donc les ventes ont été estimées à 61 500 unités. Alors, une remarque quand même par rapport à ces chiffres-là. Ces chiffres incluent donc les ventes en pharmacie, et on ne comptabilise pas les ventes en ligne. Et on peut imaginer qu'une partie en fait, des ventes se sont faites en ligne si les gens ne voulaient pas en fait, se rendre dans les pharmacies. Et on sait par ailleurs qu'il y a eu une distribution assez forte en fait, d'autotests, notamment par les associations, et bien évidemment qui n'est pas représentée ici, mais on a tendance à penser en fait que ces actions probablement n'ont pas suffi à compenser la baisse des ventes. Alors, si on passe maintenant aux IST bactériennes, alors vous allez voir, on a des tendances assez similaires. Donc en fait, on a les données pour 3 IST qui sont les chlamydia trachomatis, les gonocoques et la syphilis en vert. Donc là, vous voyez qu'on était dans une même tendance en fait d'accroissement du recours en fait au dépistage. Ici, il y a un petit creux pour la syphilis, mais qui est en fait plutôt un problème de remontée d'informations. Et vous voyez donc en 2020, on voit donc cette inflexion telle qu'on a pu le voir pour le VIH. Je vous montre le détail sur la slide suivante. Alors, c'est un graphique qui a l'air un peu compliqué, qui montre en fait une particularité en fait du dépistage des IST bactériennes, c'est que traditionnellement, on enregistre un creux en fait de dépistage le dernier mois de l'année. Donc, ça doit être la trêve de Noël probablement, je ne sais pas.
on a un peu de mal à l'expliquer, mais vous voyez assez classiquement, en décembre, on enregistre une baisse en fait du dépistage. Donc, on retrouve ces 3 points pour 2018, 2019, 2020. Mais de la même manière, on retrouve donc cette dégringolade du dépistage des IST au moment du confinement. Vous voyez dans des proportions d'ailleurs qui semblent un peu plus marquées que pour le VIH, hein, puisqu'on est à moins 54% pour la syphilis, moins 61% pour la chlamydia et moins 60% pour le gonocoque. Donc avec une reprise qui, elle, a été un peu plus rapide peut-être, et du coup en recul qui est de l'ordre plutôt de 5-6%. On a vu que pour le VIH, on était plutôt autour en fait de 10%. Ici, à nouveau, je vous ai remis les chiffres en fait par sexe et par zone géographique. Donc là, on a des résultats hein, qui sont très proches de ce qu'on a observé en fait pour le VIH, avec toujours un impact plus marqué pour les hommes que pour les femmes, hein, quel que soit l'IST. Vous voyez que chez les hommes, on est jusqu'à moins 69%, hein, que ce soit pour chlamydia, gonocoque ou syphilis, alors que chez les femmes, on est entre moins 46 et moins 59%. Et puis, un recul en fait, du dépistage très important, quelle que soit la zone géographique considérée. Alors, toujours intéressant de mettre en fait ces résultats en perspective avec des données étrangères quand on en dispose. Et je voulais ici mentionner en fait le travail fait par Eurosurveillance qui a publié donc en novembre 2020 les résultats préliminaires d'une enquête qui a été menée en Europe auprès de 34 pays. Enfin, 34 pays ont participé. Il y en a plus qui avaient été sollicités, mais 34 pays ont participé. Et donc l'enquête portait sur le dépistage du VIH, des hépatites virales et des autres IST. Et les auteurs ont comparé donc les périodes de mars-mai 2020 et de juin à août 2020 aux mêmes périodes donc en 2019. Et en fait, on voit que, alors vous allez me dire que ce n'est pas très étonnant, hein, puisqu'il s'agit d'une épidémie mondiale, mais que la quasi-totalité des répondants à l'enquête ont déclaré une diminution des volumes de dépistage pour la période mars-mai 2020, donc qui était nous, la période de notre premier confinement. Et pour 64% en fait des pays, cette diminution était supérieure à 50%, enfin était au moins de 50%. Et donc vous voyez qu'on retrouve ici des pourcentages en fait qui sont proches de ce que je vous ai montré, de ce qui a été montré pour la France. Et puis il y avait ce deuxième résultat que je voulais vous montrer. Alors là, c'est une diapositive en fait qui est issue d'un rapport en fait de nos homologues anglais. Et alors, les personnes qui connaissent mon intérêt pour les dispositifs d'autoprélèvement à domicile ne seront pas étonnées en fait que je vous montre cette diapositive. Alors, qu'est-ce qui est représenté sur cette diapositive? Donc, vous voyez dans les barres en fait grises, c'est le dépistage du VIH par mois en fait, en 2019 et en vert en 2020. Et vous avez ici cette courbe marron qui montre en fait la part en fait des tests réalisés via des commandes Internet en 2019. Et donc, vous voyez qu'en 2019, la part des tests réalisés par Internet ou donc par les dispositifs d'autoprélèvement, c'est entre 25 et 30%. Et je trouve que ce qui est vraiment intéressant en fait dans cette courbe, c'est de voir comment en fait justement les dispositifs dématérialisés ont pris vraiment leur place, si je puis dire, au moment de la crise et pour atteindre, vous voyez, à peu près pour représenter 70% des dépistages au mois d'avril, mai, juin, alors que par ailleurs, voilà, le nombre de tests était en train de s'effondrer, mais on voit ici que finalement, même si la substitution n'a pas permis en fait de compenser l'activité de dépistage, en tous les cas, elle a sans doute permis de l'amortir en partie. Alors, si on se tourne maintenant vers la PrEP. Donc là, on a deux indicateurs qui ont été produits par Epiphar et qui avaient été présentés par Rosemary Drespira, notamment à la LASFLS. Le premier, donc, c'est la délivrance de la PrEP. Donc, il s'agit toujours des données en fait issues du SNDS. Et donc là, sur ce graphique, en fait,
donc, avaient été représentées. Donc, à la fois les délivrances pour l'année 2018, donc vous voyez, c'est la courbe en vert, les délivrances pour 2019, et puis vous avez deux courbes en fait pour 2020. Les délivrances observées, c'est cette courbe-là, et puis les délivrances attendues, qui est la courbe en pointillé. Et donc, vous voyez, on avait une année 2020 qui partait assez fort, et donc si on prolongeait ce point, on pouvait s'attendre à, j'allais dire, presque à une bonne année en fait pour la PrEP, alors que voilà, très clairement là, on voit l'impact une nouvelle fois du confinement sur les délivrances, donc avec un recul qui a été estimé en fait à 36%, et avec un déficit pour l'ensemble de l'année de moins de 19%, puisque vous voyez que la courbe pleine finalement ne reste en dessous de la courbe en fait en pointillé, qui était ce qu'on aurait pu espérer si on avait eu une année, on va dire, normale. Donc, d'un point de vue quantitatif, donc on a estimé qu'on avait à peu près un déficit de 27 000, voire quasiment 28 000 délivrances en fait, de PrEP par rapport à l'attendu. Le deuxième indicateur porte sur l'instauration de PrEP. Donc là, vous voyez, c'est donc 2019 pardon, en bleu, 2019 en rouge. Et vous voyez là un début d'année là aussi assez prometteur, puisqu'on avait noté en fait sur les premières semaines en fait de 2020 une augmentation de 32% des instaurations de PrEP par rapport à 2019. Et vous voyez à nouveau donc le creux consécutif au confinement, et avec un recul de 47% des instaurations. Alors après le confinement, on voit en fait que ça redémarre assez fort, et vous voyez que sur les premiers mois, la courbe rouge qui représente 2020 est supérieure à la courbe de 2019, mais on enregistre un tassement, hein, et vous voyez ensuite que, par exemple, pour les dernières semaines de l'année, on a des courbes qui sont quasiment au même niveau. On a noté quand même un plus 14% sur cette fin d'année, mais avec vraiment quand même un tassement en fait, du rattrapage. Alors, ces indicateurs d'activité, il faut quand même les mettre en fait en relation avec les niveaux d'exposition au VIH et aux IST qui ont pu baisser en fait pendant le confinement. Et c'est pour ça que je voulais en fait vous présenter les quelques données donc de cette enquête ERAS Covid. Alors ERAS, c'est l'enquête rapport au sexe. Donc ça, c'est qui est assurée en fait par Annie Walter à l'agence. Donc l'enquête ERAS, en fait, c'est une enquête qu'on mène tous les 2 ans auprès des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Donc la première édition a eu lieu en 2017, la deuxième en 2019. On en a mené une en début d'année 2021, mais on a voulu faire en fait une édition spéciale en fait en 2020 d'ERAS pour caractériser donc l'impact perçu du confinement lié à la Covid-19 sur les modes de vie, les recours aux soins spécifiques et les comportements sexuels des dépistages des HSH. Alors, je passe très rapidement sur la méthode. Je pense que vous connaissez cette enquête, beaucoup d'entre vous. Donc, il s'agit d'une enquête transversale, anonyme, auto-administrée en ligne, qui est basée sur le volontariat. Donc, voilà, donc ERAS Covid a été menée après le confinement, hein, du 30 juin au 15 juillet 2020. Donc 77 questions, et on a on va dire précisément investigué ce qui s'était passé pendant les 8 semaines de confinement. Et donc, il y a 9 488 hommes qui ont complété entièrement et validé le questionnaire. Et les analyses que je vous présente aujourd'hui portent sur un peu plus de 8 000 HSH qui résident en France et qui avaient eu au moins un rapport sexuel avec un homme au cours de leur vie. Alors, très rapidement, les caractéristiques de cet échantillon, parce que c'est important aussi pour comprendre les résultats, j'allais dire qu'elles sont assez classiques. Donc, on a un échantillon relativement jeune, hein, puisque la moitié a 31 ans, 7% étaient nés dans un pays étranger, près d'un tiers réside en Île-de-France, 43% étaient célibataires et 68% avaient un emploi au moment de l'enquête et 24% étaient étudiants. En termes de mode de vie, la très large majorité de notre échantillon se définit comme homosexuel et plutôt communautaire, puisque vous voyez que presque 60% fréquentent habituellement les lieux de convivialité gay et 75% utilisent habituellement les sites internet ou les applications de rencontres. Vis-à-vis du VIH, 6% en fait se sont déclarés séropositifs au VIH et 96% d'entre eux avaient une charge virale indétectable. 14% ont
déclaré n'avoir jamais fait de test de VIH au cours de leur vie, ce qui est, j'allais dire malheureusement, le pourcentage qu'on trouve à peu près dans toutes nos enquêtes. Et 12% ont déclaré, donc 12% des hommes séronégatifs utilisaient la PrEP avant le confinement. Alors, si on regarde des résultats autour du comportement sexuel, alors on a 87% des répondants qui déclarent avoir eu une activité sexuelle dans les 6 mois précédant l'enquête, donc qui correspondait au premier semestre 2020. Par contre, 34% ont rapporté ne pas avoir eu de rapport sexuel durant les 8 semaines de confinement. Donc voilà, ce qui traduit très clairement une baisse de l'exposition. Et 60% des répondants sexuellement actifs ont rapporté ne pas avoir eu de partenaire occasionnel durant le confinement. Et parmi ceux qui avaient eu des partenaires occasionnels, le nombre médian de partenaires occasionnels, vous voyez, était 2, donc ce qui est relativement faible, avec un intervalle qui allait de 1 à 4. Et on n'a pas noté en fait de différence dans l'usage du préservatif. Maintenant, si on regarde les indicateurs de recours aux soins de PrEP et de dépistage, donc 35% ont renoncé à des soins médicaux, dentaires ou paramédicaux à cause de la crise. 28% ont reporté un dépistage du VIH ou d'une autre infection sexuellement transmissible, préférant attendre à la fin du confinement pour le réaliser. Et les analyses montrent qu'il s'agit plus souvent en fait, d'hommes multipartenaires et de non-usagers de PrEP. 34% des répondants séropositifs pour le VIH ont reporté ou annulé leur consultation de suivi et 3% ont arrêté leur traitement. 59% des usagers de PrEP ont arrêté de la prendre durant le confinement, principalement du fait qu'ils n'avaient plus de rapport sexuel. 33% ont poursuivi comme avant et 7% ont changé de schéma de prise. Et enfin, un indicateur qui nous a quand même pas mal interpellés, c'est que 15% des usagers initiaux de la PrEP ne l'avaient pas repris au moment de l'enquête. Et on sait que ça peut être des situations de fragilité, d'exposition au VIH. Alors, rapidement, en conclusion, pour les 2 minutes qui me restent, donc, on peut dire avec assez de certitude que l'épidémie de Covid-19 a profondément et durablement déstabilisé le recours au dépistage et l'utilisation de la PrEP, avec des conséquences potentiellement importantes à la fois sur le niveau de couverture préventive pour les personnes exposées, mais aussi sur le délai au diagnostic pour les personnes infectées. Je pense que la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'on a aussi beaucoup d'inconnus. Les données d'activité que je vous ai présentées sont incomplètes. Par exemple, on ne dispose pas encore du nombre de trodes communautaires. On sait que l'activité a été arrêtée, donc elle a forcément, voilà, il y a eu un recul important là aussi. On n'a pas les données des Cégides, on n'a pas les ventes de préservatifs. Le SNDS, c'est une source de données extrêmement importante, mais on a peu de données individuelles en fait, pour caractériser les populations. Donc là, vous avez vu que je vous ai montré des analyses par sexe et par âge, mais on n'a pas beaucoup d'autres données individuelles. Et puis, on n'a pas de données non plus, par exemple, sur le type de test qui permettent en fait, de qualifier un peu plus précisément les renoncements. On a quelques données sur les HSH, je vous les ai présentées, mais quid des autres populations, des migrants, des travailleurs du sexe, dont on connaît la vulnérabilité face au VIH. Et puis, notre question pourrait être aussi l'impact des initiatives mises en place pour pallier la moindre accessibilité aux services. Donc, on sait que voilà, il y a eu beaucoup d'envois d'autotests ou d'ordonnances de téléconsultation. Alors, on va essayer d'apporter des réponses à toutes ces questions via l'actualisation du rapport intitulé « L'épidémiologie de l'infection à VIH en France », donc qui avait été fait pour la période 2013-2018. Donc, on va essayer de l'actualiser avec les données 2019 et 2020. Donc, c'est un travail qui est coordonné par France Alert sous l'égide de l'ANRS. Et puis, pour finir, je voulais partager 3 réflexions avec vous. La première, c'était de savoir qu'est-ce qu'on saura ou qu'est-ce qu'on pourra garder de ce qu'a permis la crise. On a vu que ça avait permis l'avancée sur la PrEP avec l'ouverture à la médecine de ville, mais finalement, quid des autotests, de la téléconsultation, l'autoprélèvement, donc des choses qu'on a fait pendant le confinement, mais voilà, mais avec, j'allais dire, en dehors presque de la réglementation. La deuxième question, c'est quelle aide pour les associations communautaires affectées par la crise, mais qui sont confrontées à une demande forte dans un contexte d'accroissement des inégalités sociales de santé. Et puis, quel impact à court et moyen terme pour les populations, dont on voit qu'il y a d'autres indicateurs de santé qui ont été dégradés, comme la santé mentale, la hausse des consommations de produits psychoactifs, l'augmentation des violences.
et une dégradation des conditions de vie. Et on sait que tous ces facteurs peuvent avoir un impact sur le recours à la prévention et le dépistage. Donc pour finir, je dirais que l'objectif d'arrêt de la transmission du VIH en 2030 doit rester d'actualité, mais que probablement le chemin risque d'être un peu plus ardu que prévu en raison du Covid-19. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette présentation. C'est, comme je l'avais dit, extrêmement intéressant et puis ça pose beaucoup de questions auxquelles on va essayer de répondre tout au long de cette convention. Maintenant, je vous propose d'écouter le professeur Olivier Bouchot, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous cet après-midi, mais qui a très gentiment enregistré sa présentation. Alors, Olivier Bouchot, il est médecin, il s'est dès le début orienté sur les maladies infectieuses et tropicales. Il a une très longue expérience en France, mais aussi en France auprès des personnes vivant avec le VIH, mais aussi en Afrique, puisque ça fait plus de 20 ans qu'il soutient des programmes au Burundi, où il dirige un programme de formation interuniversitaire sur la prise en charge du VIH. Il a choisi aujourd'hui, dans sa présentation, de nous parler de l'impact de la Covid-19 sur la prise en charge du VIH. Alors, c'est une perspective vue depuis un hôpital de banlieue parisienne, l'hôpital Avicenne à Bobigny. Je suis désolé de ne pas être en direct avec vous, mais malheureusement, ça m'a été impossible. Et donc, j'aimerais partager avec vous quelques notions issues de l'expérience du service, alors qui sera forcément assez imprégné par nos particularités à Bobigny, qui est d'avoir une très grosse partie de notre profil actif qui sont des patients infectés par le VIH d'origine africaine et d'origine étrangère de façon générale. Et donc, on va essayer d'analyser, alors de façon non evidence-based medicine, sur le ressenti que j'ai partagé avec l'équipe sur l'impact de la Covid sur la prise en soin des personnes vivant avec le VIH. Et on verra que globalement, il y a eu beaucoup de négatifs, ça c'est clair, mais il n'y a pas que du négatif. Alors, je voudrais commencer d'abord par le fait qu'il y a vraiment des similitudes entre le Covid et le VIH, même si d'un point de vue virologique et physiopathologique, ce sont des virus très différents, et même d'un point de vue épidémiologique, évidemment. Mais en termes de représentation, il y a des similitudes. La première, c'est que c'est une maladie qu'on peut considérer comme étant universelle, puisqu'elle a touché les deux ont touché le monde entier. C'est ce qu'on appelle donc des pandémies. Et pour les deux, en tout cas au début, c'était des maladies qui avaient l'impression de venir de nulle part, avec tout un doute qu'il pouvait y avoir sur l'origine, doute qui n'est d'ailleurs pas vraiment levé complètement, ni pour le VIH, ni évidemment pour la Covid. La deuxième similitude, c'est qu'au début du VIH, même si là maintenant on y voit un petit peu plus clair, encore que tout le voile n'est pas levé, loin de là, et en tout cas pour le VIH, pour la Covid, pardon, c'est très clair, c'est une maladie qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend pas bien. La science, alors je mets un grand S à science pour être un petit peu générique, si je puis dire, mais la science elle-même semble être un peu perdue. J'en ai pour preuve les avis parfois très divergents de scientifiques, pour certains bons connaisseurs et qui avaient des visions manifestement très différentes de la chose. Et je ne dis pas ça sur un ton forcément critique, même s'il peut y avoir de la critique dans certains cas, mais c'est une nouvelle maladie qu'on comprend encore mal. Et donc oui, la science est, si ce n'est perdue, en tout cas pas encore très au clair avec cette maladie. Et puis cette difficulté à bien comprendre les choses fait que on rentre de plein pied, alors je ne vais pas trop m'étendre parce que j'irai trop loin, mais on rentre de plein pied dans la dimension anthropologique de la représentation d'une maladie, en disant très rapidement les choses, on considère que toute maladie a deux causes, et ce que je dis là est universel, n'est pas spécifique des patients qui seraient originaires de sociétés dites traditionnelles. Une maladie a donc deux causes, une cause naturelle, qui serait en l'occurrence le VIH ou le Covid-19, mais également une autre cause qu'on va appeler non naturelle, pour ne pas dire surnaturelle,
et qui qui essaie de répondre à la question que l'on ne peut pas se poser quand on a une maladie grave ou très stigmatisante comme le sont le VIH et la Covid, qui est mais pourquoi est-ce que c'est moi qui suis touché, pourquoi c'est maintenant, et la recherche de cette explication à cette question pour laquelle on a absolument besoin d'une réponse, eh bien on va la chercher dans ce que les anthropologues appellent le monde de l'invisible, donc dans tout ce champ on va dire de la spiritualité, des croyances, des religions, etc. Et donc quand on comprend mal une maladie, eh bien évidemment on a une tendance naturelle collective à aller chercher l'explication dans ce monde de l'invisible. Troisième similitude, c'est une maladie qui fait peur aux gens, mais qui manifestement fait peur aussi au gouvernement et aux autorités de santé de façon générale. Et ça, c'est le propre de toutes les maladies qui ont des causes sociologiques. Et puis enfin, ce sont des maladies, l'une et l'autre, qui ne touchent pas tout à fait tout le monde, même si à première vue, pour la Covid, ça semblait être le cas, mais à y bien voir de plus près, on a bien vu que ça ne touchait pas tout à fait tout le monde. Manifestement, les plus vulnérables étaient plus touchés. Et donc, pour en revenir à notre file active prédominante, les migrants étaient particulièrement touchés, pas tellement parce qu'ils étaient migrants, mais parce qu'ils étaient parce qu'ils sont pour beaucoup vulnérables. Les personnes âgées, et puis de façon générale, les personnes qui ont des comorbidités comme le diabète, un excès de sucre, comme l'hypertension, qui peut être assimilé à un excès de sédentarité ou un excès de consommation de sel, et donc toute cette espèce de... l'obésité, évidemment, qui est forcément associée à des excès, tout ce champ un petit peu flou fait que tout le monde n'est pas effectivement touché de la même manière, ne serait-ce que parce que quand on vit à 10 dans un logement de 30 mètres carrés, on est forcément plus exposé que quand on vit seul dans un hôtel particulier. Alors, ces similitudes vont avoir des conséquences communes, qui sont la stigmatisation pour l'une et pour l'autre, l'isolement, des délires sur les réseaux sociaux, et évidemment une forte angoisse pour les patients. Alors, je vais diviser cette présentation en deux grandes parties. Ce qui s'est passé pendant la première vague, avec cette sensation de sidération et cette espèce de blocage des contacts, et puis ensuite ce qui s'est passé pendant la deuxième et la troisième vague. Pendant la première vague, donc, on a eu cette espèce de phase de sidération, où dans les services qui prennent en charge habituellement les patients VIH, que sont les services de maladies infectieuses et tropicales et beaucoup des services de médecine interne, qui ont été les services les plus concernés avec les pneumologues par la crise Covid, il y a eu une espèce de sidération, tout le monde a été complètement happé par le tourbillon de la Covid, et on a été obligé d'arrêter les contacts physiques avec nos patients, arrêter les consultations, les hôpitaux de jour, arrêter toutes les activités de groupe, et on a essayé de développer des solutions plus ou moins efficaces, plus ou moins bricolées, plus ou moins artisanales, pour compenser cet arrêt des contacts avec les patients. On a été amené à faire appel à des acteurs de nos différents services qui n'étaient pas toujours traditionnellement en lien direct avec les patients. Deuxième point, on s'est rendu compte que certains patients se sont confinés, mais au sens absolu du terme, c'est-à-dire qu'ils se sont enfermés chez eux ou chez elles, et on a vu des patients, après coup, nous dire que depuis 3 mois, 6 mois, 9 mois, j'ai même vu plus loin que ça, ne sont physiquement pas sortis de chez eux. Et pour ceux qui vivent isolés, vous imaginez le sens du mot confinement dans cette situation-là, avec des amis ou des voisins de palier qui leur déposaient des aliments devant leur porte. Donc le confinement absolu. Et ça, cet excès de confinement est lié à un certain nombre de choses, mais notamment un sentiment, pas toujours justifié pour les patients qui vont bien, qui ont une immunité qui est correcte, et qui avaient une espèce de sentiment que je qualifie de déraisonnable, parce qu'il l'est dans l'absolu, même si c'est évidemment pas un reproche, d'avoir une espèce d'extrême vulnérabilité, ce qui n'était donc pas le cas. Ça a aussi entraîné le fait que certains patients étaient totalement injoignables, d'où le stress des équipes n'arrivant pas à les contacter. Au final, ça a entraîné finalement et paradoxalement assez peu de ruptures de traitement,
par contre des ruptures de suivi, même si ce n'était pas tout à fait vraiment des ruptures de suivi, mais des patients non contactables ou qu'on ne voyait plus sont considérés dans l'absolu comme des ruptures de suivi. Et ça a généré, on l'a vu, des solidarités qu'on pourrait qualifier de nouvelles, parce que qui eût cru que la sécurité sociale est acceptée dans d'autres situations, qu'on renouvelle des ordonnances qui n'étaient plus, qui étaient périmées, que les pharmacies délivrent des médicaments sans ordonnance, parce qu'elles connaissaient les patients, et tout ça étant autorisé, mais se faisant de façon assez naturelle. Évidemment, ça a généré une période très anxiogène, avec des patients qui nous ont clairement dit qu'ils avaient eu l'impression d'être totalement abandonnés. Et puis, on ne peut pas passer sous silence le problème de l'information, avec un manque d'informations. Alors, je parle d'informations fiables, parce que Dieu sait si les informations tout azimut circulaient à tour de bras, mais d'informations fiables. Là, encore une fois, ce n'est pas un reproche. Quand on connaît mal une maladie, c'est difficile d'avoir des informations stabilisées et qui soient bien diffusées. Et tout ça générant évidemment des torrents de rumeurs et d'infox, particulièrement sur les réseaux africains où on a pu entendre les choses les plus abracadabrantesques qu'on puisse imaginer, avec en plus cette angoisse sous-jacente qui était, mais comme c'est peut-être une maladie qui a été envoyée pour faire disparaître les pauvres, on l'a entendu beaucoup, et puis faire disparaître les Noirs, je caricature, excusez-moi, mais c'est souvent comme ça que c'était vécu. Qu'est-ce qui se passe en pratique au pays, sachant qu'on avait extrêmement peu d'informations sur ce qui se passait en Afrique. Et puis on a eu des patients qui ont été piégés en Afrique, justement. Ils étaient partis au pays en janvier ou en février du mois de 2020, et puis ils ont été bloqués là-bas. Certains n'ont pas pu revenir avant 6 mois ou 9 mois, même 1 an pour quelques-uns, avec évidemment les problèmes d'acheminement des traitements que vous pouvez imaginer, des grosses difficultés pour nous contacter. Heureusement, il n'y a pas Findus, mais il y a WhatsApp qui a pu gérer un certain nombre de choses, mais ce n'était pas toujours très simple. Et puis, ces problèmes de dossiers administratifs complètement bloqués parce que les administrations se sont fermées, se limitaient à des contacts email et même pas téléphoniques avec le télétravail, ce qui a fait que beaucoup de patients dans la difficulté ont été complètement gelés dans leurs difficultés, faute de pouvoir les débrouiller. Et paradoxalement à tout ça, l'impression qu'on a, même si peut-être que la suite des choses, quand on aura des données un peu stabilisées, va nous dire le contraire, mais je ne pense pas que ça soit dans des proportions énormes. Manifestement, les patients infectés par le VIH, en tout cas la majorité d'entre eux qui ont une immunité stabilisée, n'ont pas donné l'impression d'avoir une incidence de Covid plus importante que la population générale, ni de forme particulièrement plus grave. Et puis pour clore cette première vague, si je puis dire, une impression que nous, soignants, qui avons maintenant un petit peu de bouteille, d'avoir vécu quelque chose d'à peu près similaire, même si en pratique c'était très différent, d'où cette espèce de sensation d'étrangeté, 30 ans avant, dans les années 90, au plus fort du VIH-Sida. Pour ceux de ma génération, ils voient de quoi je veux parler. Cette espèce de sentiment de ne pas maîtriser les choses, de ne pas contrôler, même si dans le cas de la Covid, tout ça était très concentré dans le temps et avec peu de temps pour se préparer aux aggravations brutales de nos patients, et là je parle bien des patients Covid, et évidemment à leur décès. Et je pense que ça n'a pas été innocent sur les décisions qui ont pu être prises. Alors, il y a aussi des aspects positifs. Les patients isolés, confinés, ont découvert que finalement, ils pouvaient se débrouiller seuls, s'autogérer, avec aussi, en corollaire, des conséquences et des risques qu'il va falloir analyser, qu'il va falloir contrôler avec nos patients, qui est que le contact est quand même important, et ne plus, même si on prend son traitement, ne plus aller voir son équipe pendant 1 an, voire plus, ce n'est pas forcément une excellente chose. On a découvert la téléconsultation, plus ou moins avec la vidéo, avec un certain intérêt au début, parce qu'au moins ça permettait de renouer le contact, et puis dans un deuxième temps, une certaine lassitude, soit des soignants, soit des patients,
Mais il y a des patients aussi qui nous ont dit que finalement, ce n'était pas une mauvaise solution pour eux, ça leur évitait de se déplacer, avec les risques aussi que ça peut entraîner si on rentre dans un cycle avec seulement des contacts téléphoniques. On s'est également rendu compte que finalement, moins de bilan, ça n'empêche pas d'aller bien et d'avoir de bons résultats. Et donc, pourquoi ne pas en tirer des leçons? Et puis ensuite, passage à la deuxième et à la troisième vague, c'est ce que j'ai appelé la saison 2. On a repris, entre guillemets, en main nos files actives, mais avec une diversification des modalités de consultation. On a fait le bilan des dégâts de cette première vague, les pertes de vue, tous ces patients bloqués au pays que j'ai évoqués tout à l'heure, évidemment les conséquences sur le contrôle de la maladie que ça peut entraîner sur des périodes aussi longues. On a constaté l'aggravation des vulnérabilités avec certains patients qui ont perdu totalement leurs revenus, notamment ceux qui avaient des petits travaux un peu informels ou qui ont perdu leur emploi. Des situations extrêmement compliquées sur une base déjà très fragile et très précaire, mais on a aussi vu des réseaux de solidarité se mettre en place. Les patients nous ont donc verbalisé ce sentiment d'abandon. Certains n'ont pas verbalisé, mais leur comportement et leur détresse psychologique le traduisaient bien. Et puis, il y a eu ce phénomène assez particulier de ces patients qui se sont confinés de façon extrêmement sévère et qui ont pris 5, 10, 15, 20, parfois 25 kilos en l'espace de quelques mois, tellement leur sédentarité et le stress générant une forme de boulimie a pu se mettre en place. Certains patients ont également vécu la maladie Covid comme une forme d'échec de leur traitement et de leur prise en soin, comme si c'était assimilé à une infection opportuniste, ce qui encore une fois ne semble pas être le cas, avec un psychotraumatisme lié à la maladie elle-même, au même titre que les autres patients non VIH. Mais peut-être que ça a été plus fort pour certains patients, mais peut-être qu'on peut aussi imaginer, et on reverra tout à l'heure, que ça a été moins fort, parce que le savoir expérientiel de ces patients sur une maladie grave, même si elle ne se manifeste pas de la même manière, a pu leur donner des moyens de résilience que d'autres n'avaient pas. Je passe rapidement, non pas que ce ne soit pas important, mais je pense que tout le monde l'a bien perçu, notamment chez nos patients d'origine africaine, une stigmatisation très forte liée au Covid, la même que celle qu'ils ont pu connaître ou qu'ils connaissent toujours liée au VIH, avec des rejets de la part de leurs proches ou de leurs collègues de travail, ce qui a pu aller jusqu'à des pertes de logement, des pertes d'emploi et donc des situations dramatiques. Et puis un dernier petit mot sur le vaccin. Pour certains, c'était le nouvel ami au même titre que le vaccin contre le VIH que chacun attend ardemment, qu'il soit curatif ou préventif. Pour d'autres, c'était un nouvel ennemi, avec là encore une fois tout le poids des réseaux sociaux qui pouvaient charrier des énormités sur le rôle des vaccins qui pouvaient être un complément de ce que la Covid n'avait pas encore réussi à faire, à savoir faire disparaître du globe les personnes indésirables aux yeux des grands et des puissants. J'en arrive à une forme de bilan qui tiendra lieu de conclusion. On a pu constater une aggravation des vulnérabilités des plus fragiles, mais on a pu aussi observer une découverte de nouvelles solidarités institutionnelles ou non institutionnelles. On a constaté cette espèce de sentiment d'hyper-vulnérabilité non justifiée pour les patients qui allaient bien, mais également une découverte de capacité d'autonomie par ces patients, ce qui est plutôt un très bon point. On a été amené à expérimenter, donc à découvrir des modes de consultation vécus comme étant plus confortables pour certains. Il va falloir trouver l'équilibre entre peut-être une alternance de vidéoconsultation, mais également de consultation physique qu'il faut absolument maintenir. Et donc là, je crois qu'il y a un modèle à développer entre nous pour trouver ce bon équilibre. Ce constat que finalement, contrairement à ce qu'on pouvait tous craindre et ce qu'on a beaucoup craint au début de ce tsunami en hiver 2020, il y a eu
de très peu de ruptures de traitement. Je mets de côté les patients piégés au pays, mais c'était évidemment pour des raisons indépendantes de leur volonté, si je puis dire. Par contre, beaucoup de pertes de vue dans les limites de cette définition de la perte de vue, puisqu'elle n'était pas forcément volontaire, encore que on a vu des patients remonter à la surface très tardivement, alors que les consultations physiques étaient réouvertes, peut-être du fait de cette découverte de leur capacité d'autonomie, qui faisait que finalement, ils se rendaient compte que leur traitement, ils le prennent et il n'y a pas forcément besoin d'aller voir le médecin. Cinquième point, et pas des moindres, cette double peine de la double stigmatisation, d'une part liée au VIH, d'autre part liée à la Covid, avec toutes les conséquences qu'on a déjà évoquées et qui ont vraiment mis la tête sous l'eau de patients qui l'avaient déjà à fleur de l'eau. Alors au final, on peut se poser des questions pour essayer de tirer du positif de tout ça. L'impact d'un point de vue, on va dire, physiologique, a été peut-être moins pire que ce que l'on pouvait craindre. Peut-être parce que les patients infectés par le VIH et de façon générale, les patients qui ont des maladies chroniques sont finalement peut-être mieux armés que les autres patients pour supporter ce genre de problèmes de santé très angoissants, très stressants, très socialement lourd. C'est peut-être une piste pour la démocratie sanitaire, en crise sanitaire ou de façon plus générale, pour accompagner les autres. Peut-être que ces patients qui ont des maladies chroniques pourraient être davantage mis à contribution pour accompagner des patients, toutes pathologies confondues, qui entrent dans une maladie et qui ont besoin d'un accompagnement par des pairs. Revenons à ce problème de démocratie sanitaire et de crise sanitaire. Je ne rentre pas dans les problématiques de est-ce que la crise sanitaire a gelé la démocratie sanitaire, parce que ce n'est pas tout à fait le sujet, mais évidemment il y a un gros questionnement autour de tout ça. Mais si on veut tirer les choses vers le positif, il faut qu'on apprenne de cette crise que vraisemblablement il faut donner davantage de place aux personnes concernées, et notamment je reviens sur ces patients qui sont atteints d'une maladie chronique et qui ont des choses à dire, qui ont des choses à faire, et notamment pour aider les plus vulnérables, dont on a vu que les autorités de santé s'étaient assez peu préoccupées au début de la crise. Les plans qui ont été réels et significatifs, il faut le dire, mais ne sont intervenus qu'assez tardivement, preuve que tout ça n'était pas du tout anticipé et pas du tout envisagé à l'avance. Il va également falloir trouver des solutions pour ces administrations qui se sont installées dans leur autoprotection, et on ne peut pas le leur reprocher, mais certaines sont peut-être allées un petit peu loin dans leur autoprotection en oubliant que leur fonction, c'est quand même de donner les services dont ils ont la charge aux citoyens et aux personnes qui vivent en France. Et puis nous-mêmes, médecins et soignants de façon générale, il faut qu'on remette en question nos conditions d'alliance avec nos patients. Ce colloque singulier que certains veulent cultiver un petit peu à l'outrance, sans partage, est probablement une vision un peu périmée du lien qu'on peut avoir avec nos patients. Non pas qu'il faille le saborder et rentrer dans une espèce d'indifférenciation qui ne serait certainement pas une bonne chose, mais le partage avec d'autres soignants, d'autres compétences, et cette diversification qui ne nuira pas au lien avec le médecin ou avec tel ou tel soignant qui a un rôle particulier dans la vie du patient, est certainement un vrai enjeu et un vrai objectif. Et puis je reviens sur ce problème du confinement que parfois donc poussé à l'extrême, que certains patients ont vécu plutôt mieux qu'on pouvait le craindre. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est rassurant? Peut-être qu'on sous-estimait le fait que beaucoup de nos patients étaient en fait déjà largement socialement confinés avant même la crise Covid. On ne le savait probablement pas assez, on n'a probablement pas assez mis les conditions d'accompagnement. Les associations, et évidemment, ces actions est en première ligne,
ont leur rôle, peut-être même leur responsabilité dans cette sous-estimation. Je ne suis pas dans la critique, je suis dans le questionnement et dans les idées à faire émerger pour essayer de faire en sorte que cette crise soit un outil pour nous pour avancer et progresser. Et pour finir, je voudrais finir sur quelques mots-clés, alors qu'ils nous sortent complètement de l'objectif qu'on m'avait fixé, mais tout est lié et justement, il faut absolument que nous, soignants, les autorités de santé et la population rentrent dans une nouvelle logique de la vision de la santé de demain. Il faut qu'on se décloisonne, il faut qu'on apprenne à mieux accompagner et avoir cette vision de la santé globale dont les patients ont besoin et dont nous, soignants, nous avons besoin. Il y a un besoin impérieux de rentrer davantage et dans le concret, dans cette notion que certains peuvent considérer comme étant un peu fumeuse, mais qui est une vraie chance pour la santé de demain, qui est la démocratie sanitaire. Et puis il faut qu'on rentre dans le partage. Les soignants doivent comprendre que partager leur pouvoir, je mets pouvoir entre guillemets, est là aussi une chance pour nos patients, est une chance pour le système de santé et n'est en aucun cas une rétrogradation, une désertion. Et c'est comme ça qu'on peut imaginer, en espérant que ce n'est pas un vœu pieux, qu'on peut imaginer mieux inventer la santé de demain ensemble, c'est-à-dire avec les autorités de santé et avec les patients et la population. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie et je regrette que nous n'ayons pas la possibilité d'une discussion qui pourrait être riche. Bonne journée à toutes et à tous. Forcément, on a envie de remercier le professeur Bouchot, mais il n'est pas avec nous, donc je fais confiance à l'équipe de SIDAction pour lui transmettre nos remerciements pour cette présentation. Je vous propose maintenant de partir au Togo pour rejoindre le professeur Didier Ekwevi, qui a un parcours que je trouve particulièrement remarquable. Alors, bien entendu, une certaine affection sur le fait qu'il a été un ancien lauréat du prix Jeune chercheur de SIDAction, mais Didier, c'était il y a 17 ans et beaucoup d'eau est passée sous les ponts. Aujourd'hui, le professeur Didier Ekwevi est professeur de santé publique. Il est chef du département de santé publique à l'université de Lomé, au Togo, mais il est également chargé de recherche à l'INSERM. Il travaille de façon très étroite avec l'université de Bordeaux. Il co-préside l'action coordonnée santé publique de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales et maintenant les maladies infectieuses émergentes. Et il est président du conseil scientifique de la riposte contre la Covid-19 au Togo. Alors, autant vous dire qu'avec toutes ces activités, nous lui sommes extrêmement reconnaissants d'avoir pris le temps d'être avec nous, d'avoir pris le temps de présenter aujourd'hui sa perspective sur l'impact de la Covid-19 sur la santé publique, mais aussi sur la mobilisation associative en Afrique. Didier, c'est à toi, tu as la parole et encore une fois, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Je pense que c'est le plus dur. OK. J'espère que c'est bon. Parfait. Est-ce que c'est bon? Parfait, OK. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Merci de m'avoir invité pour partager avec vous l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur la lutte contre le VIH en Afrique subsaharienne. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi d'être aux conventions de SIDAction. Je sais ce que SIDAction a apporté énormément dans ma formation personnelle et dans la formation des chercheurs en Afrique, et je crois qu'ils doivent continuer sur cette voie. Quel est le contexte actuellement? C'est qu'on sait que depuis décembre 2019, on a une pandémie à la COVID-19. En gros, aujourd'hui, on parle de 161 millions de personnes infectées par la COVID-19, avec 3,3 millions de décès. Plusieurs mesures ont été prises par les différents gouvernements pour pouvoir contrôler cette épidémie ou cette pandémie, donc notamment l'état d'urgence sanitaire, les cordons sanitaires autour des villes pour limiter le mouvement des populations et également un impact économique considérable avec la perte d'emploi et une extrême pauvreté, avec une étude que nous avons réalisée à Lomé qui montrait que pratiquement tout au début de la pandémie, 6 mois après le début de cette pandémie,
il y avait à peu près 19% de la population qui était interrogée qui avait perdu un emploi. L'autre impact, c'est sur le système de santé de façon générale qui a été mis à rude épreuve, notamment avec une impréparation parce qu'on n'était pas préparé à une telle épidémie. Il y avait le manque de matériel, que ce soit les masques, que ce soit les respirateurs. Le personnel de santé était peu formé à une telle épidémie. Tout ce qui est cordon sanitaire, des tri au niveau des hôpitaux n'était pas une évidence. Et puis, il y avait aussi toute cette mobilisation générale de tous les acteurs avec une implication depuis le haut sommet, c'est-à-dire depuis le chef de l'État jusqu'au personnel de santé. Mais devant toute cette épidémie, il y avait une nécessité également de continuer des soins de santé pour tout ce qui est haute maladie ayant une mortalité très élevée. Je voulais parler du VIH, de la tuberculose et du paludisme. Voilà un peu la situation de la COVID-19 en Afrique. Donc, c'était au 31 mai 2021. Et comme vous pouvez le constater, nous avons enregistré à peu près 5000 cas de patients infectés par la COVID-19 pour lesquels on a pu faire un diagnostic. Donc, très probablement qu'il y a une sous-estimation de ces chiffres, à peu près 130 000 décès. Et dans ce qui est le cas de mon pays, qui est le Togo, on est à peu près à 13 000 personnes infectées et 125 décès. Donc, avec une mortalité qui était relativement globalement faible, de l'ordre de moins de 1% dans presque tous les pays en Afrique. J'ai essayé de comparer un peu sur cette diapositive la situation épidémiologique en Afrique sur la COVID-19 et sur le VIH. Les deux sont des pandémies, donc ça veut dire étendues sur plus de 2 continents, pratiquement sur tous les continents. Si vous voyez pour la COVID-19, le nombre de nouvelles infections jusqu'à ce jour dans le cadre de l'Afrique a été de 5000. Et pour le VIH, nous enregistrons à peu près chaque année 1,1 million de nouvelles infections. Il faudrait regarder de façon un peu plus pointue les données de mortalité. Et jusqu'à ce jour, nous avons enregistré 130 000 décès liés à la COVID-19. Par contre, en Afrique, chaque année, c'est à peu près 470 000 personnes qui sont décédées de l'infection à VIH. Et pour le VIH, nous avons des traitements antirétroviraux, nous n'avons pas de vaccin, alors que pour la COVID, il n'existe pas de traitement efficace contre la COVID. Par contre, on a un vaccin et la mobilisation financière a été totale pour ce qui est de la COVID-19. Pour le VIH, on continue quand même de disposer de fonds pour pouvoir assurer la continuité des soins. Quel est alors l'impact de la COVID-19 sur les services de prévention et de traitement du VIH? Le premier, c'était donc dans une revue présentée par le Fonds mondial qu'on note globalement une baisse de la fréquentation des établissements de soins. Donc, ce sont des données de 32 pays, de 502 établissements de santé dans 24 pays africains. On a distingué 2 périodes, la période d'avril à septembre 2019 et la période d'avril à septembre 2020. De façon globale, on note donc une diminution de 5% des consultations prénatales et une diminution de 23% des consultations pour les enfants de moins de 5 ans. Et ceci aura pour répercussion une hausse de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et une diminution de l'accès des mères et des enfants aux services de santé essentiels. Et les raisons de non-utilisation des services de santé sont les suivantes. On peut citer entre autres l'interruption des transports publics lorsqu'il y avait des cordons sanitaires autour des villes, le confinement ou l'obligation de rester chez soi. Nous, on n'a pas connu réellement un vrai confinement au Togo parce que pour des raisons économiques, on ne pouvait pas. On a fait le choix de ne pas confiner, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour l'Afrique du Sud. Il y a aussi la sollicitation des soins retardés qui ont été évoqués dans 15%, mais vous allez voir que dans 28%, pratiquement dans un tiers des cas, c'est la peur, la méfiance, le doute à l'idée d'être infecté par la COVID-19, surtout qu'on avait identifié les personnes infectées par le VIH comme étant des personnes à risque de développer des formes graves de la COVID-19. Et donc, dans cette revue du Fonds mondial, de manière globale, on note une baisse des activités, aussi bien dans le monde que dans les 24 pays africains. Donc, sur cette diapositive, vous voyez les données au niveau mondial et puis au niveau des 24 pays en Afrique, et le trait jaune qui représente à peu près la différence entre les 2 périodes et qui montre une diminution nette aussi bien dans le monde qu'en Afrique, pratiquement de 50% des activités de dépistage
et qui ont commencé par remonter un peu doucement pour se dire que pour retrouver un niveau plus ou moins normal, mais nous n'avons pas encore atteint le 0% pour arriver au niveau initial avant la pandémie de la COVID-19. Et quand on regarde les activités de PME, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Asie, on voit assez bien les données d'indicateurs qui sont marquées en grisé, qui montrent une diminution. En Afrique, on a une diminution nette qui a été observée en période de juillet-septembre, alors qu'en Asie, cette diminution s'est étendue sur une très longue période, pratiquement de mars jusqu'à décembre, si on peut se permettre de le dire ainsi. Sur les consultations des spécialistes aussi, ce sont des données assez remarquables qu'on observe, c'est-à-dire qu'il y a une diminution des consultations pour ce qui concerne des spécialistes, aussi bien dans le monde, allant pratiquement de 50%, une baisse de 50% des consultations de spécialistes pour se retrouver aujourd'hui, vers septembre, à la fin de l'analyse, vers 30% de baisse de la consultation de spécialistes. Et pour ce qui est du cas de l'Afrique, c'est à peu près 28% de baisse de la consultation de médecins spécialistes pendant cette période de la COVID-19. Ceci a également eu une répercussion sur le dépistage parce que le dépistage des patients tuberculeux est primordial et on retrouve également que non seulement c'est le VIH qui a été impacté, mais également la tuberculose et qui peut entraîner également d'autres problèmes de maladies endémiques. On a donc une baisse du dépistage chez les patients tuberculeux. Non seulement ces patients tuberculeux avaient des difficultés de se rendre dans les services de soins, mais également on n'offrait pas systématiquement un dépistage pour ces patients tuberculeux. Il y a cette étude qui a été publiée récemment qui rapporte l'impact de la COVID-19, notamment dans un pays où on a pratiqué le confinement à partir des données des 65 structures de prise en charge primaire et qui montre deux périodes. D'abord, une première période qui s'est étendue entre janvier 2018 et mars 2020, qu'on a considérée comme la période avant le confinement. Et la deuxième période, même si elle est relativement courte, qui va d'avril 2020 à juillet 2020, qui est la période après le confinement. Et cette étude nous montre clairement qu'il y a une diminution du dépistage de 47,6% entre avant et après le confinement. Il y a une diminution également de l'ordre de 46% en ce qui concerne l'initiation au traitement antirétroviral chez les sujets en Afrique du Sud. Par contre, on a très peu d'impact sur les visites de routine pour venir chercher un traitement antirétroviral. Sur la recherche, disons, la recherche sur le VIH a été pratiquement délaissée pendant cette période de pandémie. Donc, on a constaté un retard dans le démarrage de tous les nouveaux projets de recherche sur le VIH et surtout les projets qui ont été financés par la NRS et des appels d'offres totalement focalisés sur la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Et la majorité des chercheurs ou des acteurs qui travaillaient sur le VIH ont été obligés de changer de thématique et de consacrer toute leur énergie et leur force pour trouver des solutions pour faire face à cette situation de pandémie, délaissant ainsi toutes les activités de recherche qui étaient liées au VIH. Alors, en termes de perturbation des services, ça, ce sont des données de projection qui sont des données de modélisation du VIH. Et ce que ces données de modélisation nous apprennent, c'est que si on a aujourd'hui une interruption du traitement antirétroviral pendant 6 mois pour 50% des personnes vivant avec le VIH, ceci va entraîner pratiquement 760 000 décès liés au sida en Afrique subsaharienne. D'où l'intérêt de ne pas avoir des arrêts du traitement antirétroviral. En ce qui concerne les interruptions des services de la prévention de la transmission mère-enfant, on va observer une augmentation spectaculaire des nouvelles infections au VIH chez les enfants en Afrique subsaharienne et ces données de modélisation ont estimé que l'augmentation peut atteindre 62% au Mali et 83% par exemple au Mozambique. Et lorsqu'on regarde bien ces données de projection, c'est-à-dire que lorsqu'on voit aujourd'hui qu'il peut y avoir des décès supplémentaires et on peut avoir jusqu'à 534 décès supplémentaires pour se retrouver alors à des niveaux de décès qu'on avait observés dans les années 2008 si on arrêtait le traitement antirétroviral, d'où l'urgence nécessité de ne pas arrêter le traitement antirétroviral, de continuer à faire le plaidoyer pour maintenir ce niveau de baisse
de décès que nous observons dans nos pays. Et le rôle du Fonds mondial et d'autres partenaires également, le PEPFAR a été primordial, hein. C'est-à-dire lorsque la COVID est arrivée, il était important que pour ces différents partenaires de lutter contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, mais aussi la COVID-19, il va falloir mobiliser environ 5 milliards de dollars pour continuer à lutter. Donc, ce qui est le cas, par exemple, du Togo, le Fonds mondial a aidé essentiellement à acheter des cartouches qui nous ont permis de faire le dépistage des patients qui sont atteints de COVID. Et on a également utilisé les différents appareils de GNSFR qui ont été achetés par le Fonds mondial, ce qui a permis également une décentralisation, un accès beaucoup plus large au diagnostic dans certaines régions du Togo. Et ceci est important pour pouvoir soutenir et renforcer les différents systèmes de santé et continuer à maintenir les activités au niveau des différents programmes verticaux de lutte. Et voilà les différents pays qui ont pu bénéficier du soutien du Fonds mondial. Et quand vous voyez sur cette carte, on voit que l'Afrique a énormément bénéficié du soutien du Fonds mondial dans la lutte contre la pandémie à la COVID-19. Maintenant, que faire pour se préparer pour les prochaines épidémies? Il faut le dire, hein, il n'y a pas de solution universelle. Il faut des approches innovantes tenant compte du contexte local et du niveau du système de santé. Le principe avant tout, c'est qu'il faut qu'il y ait la continuité des services et ceci met en toute sécurité. Il faut également une atténuation des impacts sur les services de lutte contre le VIH. La deuxième chose, c'est que s'il y a des interruptions des services de santé chez les personnes vivant avec le VIH, c'est que ces personnes ne seront pas testées, ne seront pas diagnostiquées, ne seront pas mises sous traitement. On a un risque de rupture qui est élevé, par conséquent, avec l'émergence de mutations de résistance et le risque alors de développer des formes graves de la maladie. Et enfin, on a une menace sur tous les efforts qui ont été acquis depuis plus de 40 ans pour lutter contre le VIH. Et un autre problème important, c'est le manque des équipements de protection individuelle pour le suivi des personnes vivant avec le VIH. Donc, il faudrait alors anticiper la prise en charge des plus le VIH pour les prochaines épidémies, pour les prochaines vagues de la COVID-19. Bon, je reste un peu pas pessimiste en se disant il faut se préparer, il faut être prêt parce qu'on rien ne nous dit que ça va pas, il n'y aura pas d'autres vagues, qu'il n'y aura pas d'une vraie crise en Afrique. Il faut s'assurer donc d'un accès et d'une offre de services au dépistage pour le VIH, pour les hépatites virales B et C et d'autres infections sexuellement transmissibles pour lesquelles nous n'avons pas de données. Les services cliniques qui suivent les personnes vivant avec VIH doivent s'efforcer de prendre un contact avec ces sujets. Il faut garder le contact avec tous ces sujets, un suivi téléphonique, il faut la continuité des soins et maintenant aller vers la distribution des antirétroviraux avec des zones de relais. Ceci s'est fait pratiquement en Afrique du Sud pendant cette période de pandémie. L'apport de la téléconsultation, de la consultation par téléphone reste à privilégier et un suivi biologique dans les laboratoires de proximité. En conclusion, ce que je voulais dire, c'est que la pandémie de la COVID-19 va entraîner une perturbation des services de prévention du VIH, surtout au niveau du dépistage, au niveau de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, un peu sur le traitement antirétroviral en ce qui concerne l'initiation au traitement antirétroviral dans la mesure où on ne faisait pas de dépistage. On note maintenant une reprise progressive de ces services de prévention et de traitement, mais des efforts sont nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes tous fixés d'ici 2030. Il faudrait vite tirer les leçons de la riposte contre la COVID-19 pour anticiper pour la gestion de toutes les maladies chroniques en temps d'épidémie, comment nous gérons les maladies chroniques en temps d'épidémie et de manière globale, la nécessité de renforcer notre système de santé. Et que cette pandémie nous montre encore la nécessité que ce système soit très fort et décloisonner la prise en charge du VIH pour éviter les programmes verticaux qui vont créer une médecine à deux vitesses, c'est-à-dire le tout gratuit versus le tout payant. Et enfin, le manque de ressources pour faire face aux endémies est criable. On le voit très bien aujourd'hui en Afrique avec ces endémies, ces maladies émergentes et avec ces spécialistes du VIH qui vont aller dans toutes les spécialités et sont devenus aujourd'hui les premiers acteurs de la lutte contre la pandémie. Et ça aussi, il faut le mettre à l'actif de tout ce que la lutte contre le VIH a apporté, d'avoir formé suffisamment de virologues, de spécialistes qui sont prêts à basculer d'une épidémie à une autre. Enfin, je voulais terminer en disant qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus. Je termine sur cette
ce commentaire qui a été publié dans le Journal International Health Society, il y a beaucoup d'inconnus sur l'impact réel de la COVID-19 sur l'infection à VIH en termes de résistance, en termes de traitement, de l'impact sur le traitement, en termes de nombre réel de sujets infectés. Donc, il va falloir faire un gros travail de recherche pour pouvoir documenter tout ce qui s'est passé et également se préparer pour les prochaines épidémies. Donc, voilà sur cette conclusion que je voulais terminer ma présentation et vous remercier encore pour m'avoir invité pour votre attention. Je vous remercie. Eric, votre micro est coupé. Pardon, désolé, j'ai fait la faute. J'avais coupé mon micro. Donc, mille merci à Didier. On a pris un peu de retard, donc je vais aller très vite. On va passer à la présentation suivante, celle d'Azié Sirion, qu'il me pardonne de mal prononcer son nom, mais j'ai fait allemand première langue, donc désolé. Azié a obtenu son doctorat à l'Université du Pays Basque en Espagne et a effectué son post-doctorat au Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques à la FDA à Bethesda, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Et puis, il a rejoint l'Institut Pasteur en 2003, où il est toujours aujourd'hui. Il est professeur associé et chef d'équipe de l'unité VIH, inflammation et persistance. Et il a bien d'autres activités, mais on n'a plus le temps. Je vais juste aujourd'hui lui demander de nous faire sa présentation et surtout de partager avec nous ses réflexions sur l'impact de la COVID-19 sur la recherche scientifique et médicale, et notamment sur la recherche sur le VIH. Azié, c'est à toi. Merci, Eric. Merci à l'équipe SIDAction pour l'invitation. Donc, je partage mon écran en attendant, espérons que vous voyez bien ma présentation. Donc, oui. Donc, je vais essayer de vous raconter un peu mon point de vue sur l'impact de la pandémie COVID-19 sur la recherche VIH-Sida. On n'a pas des indicateurs qui puisse nous servir à quantifier l'impact, mais je pense qu'il y a toute une série d'éléments qui sont importants à discuter avec vous aujourd'hui. Donc, quand j'étais invité à faire cette présentation, il y a eu ce titre d'un conte du virus qui m'est venu un peu à l'esprit sur la base de cet démarrage très connu de l'œuvre de Charles Dickens, Un conte de Dewey, parce que finalement, cette période a été une période de contraste pour le monde de la recherche. Évidemment, c'est les pires des temps parce qu'on les vit dans une situation d'urgence absolue de santé, avec des décès, avec des malades, les confinements, etc. Mais c'est aussi, comme d'habitude, un temps que, d'un point de vue de la recherche, c'est très, très excitant parce qu'il y a plein de champs pour les découvertes, pour l'imagination, pour les partages. Il y a beaucoup de gens qui ont fait un pas en avant pour basculer leur activité immédiatement et toute leur créativité sur la recherche sur les SARS-CoV-2. Donc, très rapidement, production de résultats très excitants qui nous permet de voir cette lumière à la fin du tunnel. Mais en même temps, il y a aussi des faux résultats, des charlatans, des faux savants qui apparaissent, beaucoup de frustration quand les choses n'avancent pas bien, des variants et ce désespoir qui a été de voir ces vagues qui se succédaient les unes après les autres. Donc, c'est pour ça que finalement, je trouve que d'un point de vue de la recherche, il y a cette contraste, on va dire, dans cette période. Quel était l'impact réel de l'épidémie COVID-19 sur la recherche VIH? Donc, comme je disais, impossible à voir dans les longs termes, dans le moyen terme. Voilà, on avait une activité de recherche d'excellente qualité et qui fonctionnait bien avec des avancées importantes. Tout se passe bien dans les labos quand immédiatement il y a les coronavirus qui arrivent et donc les confinements, et ce qui implique qu'il y a eu beaucoup de laboratoires qui ont été fermés. Les stages de formation Master 1, M1, M2 ont été interrompus, beaucoup de tests ont été interrompus, des programmes de recherche aussi qui ont été interrompus, des équipes, comme on l'a raconté Didier tout à l'heure, comme à Togo, des équipes qui dirigent leur activité vers les SARS-CoV-2.
pénurie de matériel qui existe toujours aujourd'hui. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui s'est arrêté parce que voilà, on est en train de faire une quantité de tests de dépistage assez incroyable aujourd'hui par jour, mais ça implique que nos capacités à produire les amorces pour faire des PCR, des kits de détection des protéines, donc des ELISA, etc., voilà, sont limitées. Donc, on a toujours un peu de mal à trouver dans les temps normal les réactifs qu'on a besoin pour les manips. Les matériels de protection ont été une vraie limitation. À un moment donné, dans le laboratoire, il n'y avait pas de masques, il n'y avait pas de gants. Il y a eu des activités qui ont dû se ralentir à cause de ça. On a toujours des mal pour trouver certains matériels plastiques. Il y a aussi des problèmes pour avoir accès à certains congélateurs. Vous savez que certaines des formulations des vaccins COVID-19 qu'on utilise aujourd'hui doivent être préservés dans des conditions très strictes de froid extrême et donc il y a eu beaucoup de demandes de congélateurs. C'est les mêmes congélateurs d'où nous conservons nos échantillons biologiques et donc ça a soulevé toute une série de difficultés qui existent aujourd'hui. Il y a eu d'autres types de difficultés dont ça a été un peu discuté dans les présentations précédentes, donc des difficultés de déplacement, de distancement. Par exemple, pour les études en sciences sociales, en sciences humaines, ça implique l'annulation de beaucoup de projets de recherche, des enquêtes, des interviews. Pour la recherche clinique, dont les participants qui évitent de venir aux cliniques pour s'exposer au SARS-CoV-2, il y a un personnel clinique qui est débordé, qui ne peut pas utiliser un temps de ces activités pour faire des screenings, des inclusions, bien suivre tous les protocoles de participation à la recherche clinique, les collections d'échantillons. Et il y a aussi des conditions qui pouvaient mettre en danger en fait la santé de certains participants, comme en particulier dans les contextes de la recherche sur la cure VIH, les interruptions du traitement antirétroviral. Évidemment, avec un virus de type SARS-CoV-2, on ne pouvait pas exposer aux personnes vivant avec le VIH, avec un système immunitaire parfois un peu affaibli, à une possibilité de rebond viral en même temps qu'une infection SARS-CoV-2. Donc, quasiment tous les essais cliniques qui visaient la rémission ou la cure ont été soit mis en pause, soit n'ont pas pu démarrer ce qui avait en prévision de démarrer dans ces derniers mois. Donc, ça aura un impact certain sur la recherche VIH-Sida et on va voir cet impact dans les mois et années à venir. Mais donc, je vais profiter de l'occasion pour voir un peu un certain nombre de parallélismes ou essayer de mettre un peu en perspective un certain nombre de choses et comment finalement la recherche VIH a pu aider à la recherche SARS-CoV-2, à accélérer cette recherche et comment cette période qu'on vient de vivre pourrait aussi aider à la recherche sur le VIH-Sida. Donc, l'autre jour, il y a à peine une semaine, on commémorait les 40 ans des premiers rapports qui nous parlaient des autres cas de pneumonie et qui finalement ont conduit à l'identification du VIH, au premier cas de SIDA et à l'identification du VIH. Et donc, quand on regarde un peu en perspective les premières étapes clés de cette période de recherche autour de cette pandémie mondiale, on voit comment entre ces premiers cas de pneumonie et l'identification du VIH, il y a eu à peu près 2 ans qui sont écoulés. Un an supplémentaire pour identifier le récepteur principal, ce qui nous a permis de mettre l'appui sur les cibles cellulaires. Encore un an pour avoir la première séquence du virus. Les premières drogues approuvées par l'FDA arrivent quelques années plus tard. Premier essai vaccinal qui arrive en 1987. Si je ne me trompe pas, les premières recommandations ou les premières suggestions de l'efficacité des préservatifs arrivent par le Centre de contrôle des maladies d'Atlanta en 1988. Et donc, on se succède avec les PCR pour mesurer la charge virale VIH qui arrive en 1993 et finalement les thérapies antirétrovirales qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas les premières versions qui arrivent en 1996, 15 ans après ces premiers cas d'identification de pneumonie. Donc, évidemment, c'est des époques différentes, c'est des virus différents, c'est des ressources très différentes, mais quand on met, c'est quasiment les mêmes étapes pour
virus SARS-CoV-2, la recherche sur la COVID, on peut voir comment tout ça a été réduit en question de jours ou de semaines. Et donc, identification du virus quelques semaines, justement, juste après les premières observations, un séquençage qui arrive dans la foulée, de façon immédiate, des tests de PCR qui sont prêts dans les 12 semaines, la confirmation d'un certain nombre de facteurs cellulaires qui vont être associés à l'infection et qui arrivent aussi en quelques jours. L'efficacité des masques est montrée au mois d'avril et il y a déjà des essais cliniques à cette époque-là qui ont commencé et des essais cliniques de phase 3 qui arrivent au mois de juillet. Vous savez, on a aujourd'hui plusieurs vaccins qui sont très efficaces et qui sont en train de changer la donne sur cette épidémie. Donc, voilà, ça peut sembler très impressionnant comme distance, ce qui a pu être accompli. Comme j'ai dit, il y a 40 ans de recul, mais il y a aussi d'autres types de différences. Donc, la première, c'est il s'agit évidemment de virus et d'épidémies très différents. Donc, la transmission de ce virus est différente. Vous savez, le VIH, transmission très intime, contact sexuel au sanguin ou pour voie verticale. Pour les virus SARS-CoV-2, c'est transmission par gouttelette, donc une facilité de transmission plus importante. Les cibles cellulaires sont très différentes. Dans les deux cas, il y a des affectations multiorganiques. Sauf que dans les cas de SARS-CoV-2, on voit l'impact de façon rapide. Il s'agit d'une infection aiguë, quand pour le VIH, il s'agit d'une infection chronique dont les effets, dans la plupart des cas, on va les voir des années après l'infection. Et donc, dans les cas de SARS-CoV-2, donc c'est une résolution relativement rapide de la maladie, même s'il y a aujourd'hui, on le sait bien, de plus en plus de cas qui parlent de cette COVID long, dont on ne connaît pas encore bien aujourd'hui les causes, et aussi des différences très importantes au niveau de la mortalité, parce que malheureusement, dans les cas du VIH, en absence de traitement antirétroviral, le VIH était une infection mortelle dans la quasi-totale des cas, et pour les SARS-CoV-2, la mortalité est bien moindre, même si on sait qu'il y a certaines populations qui sont particulièrement susceptibles à avoir des formes graves de l'infection. Donc, déjà, on ne peut pas comparer l'évolution ou la recherche sur cette épidémie parce qu'il s'agit des infections qui sont très différentes et les temps de recherche aussi sont très différents à cause de tout ça. Mais je pense que sur la culture de la recherche VIH, il y a eu toute une série de choses qui ont été apprises et qui sont mis en route très rapidement et qui ont aidé à rapidement articuler la recherche sur les SARS-CoV-2 et la COVID. La première, c'est le leadership. Donc, il y a plusieurs personnes qu'on connaît très bien ici en France. J'ai mis Jean-François Delfrécy et Françoise Barrésine aussi parce qu'ils ont été nommés dans des comités publics, mais il y a eu partout, dans les hôpitaux, dans les associations, dans les instituts de recherche, je dirais les leaders historiques et nouveaux, plus récents de la recherche sur le VIH qui sont immédiatement mobilisés. C'était le cas ici, mais ça a été aussi le cas dans différents pays. Il y a eu des réseaux qui ont été construits pendant des décennies entre les laboratoires, de recherche et les hôpitaux qui ont permis de mobiliser très rapidement des ressources. Donc, dans le laboratoire de recherche, l'échantillon arrivait en flux tendu. Il y a eu beaucoup de projets qui ont pu se mettre en place très rapidement grâce à ces interactions qui existaient déjà. Il y a eu la capacité, la réactivité pour adapter un certain nombre d'outils, dont je dirais un mot tout à l'heure pour les adapter sur les SARS-CoV-2. Et même les grandes conférences scientifiques ont été typiques sur le VIH. Donc là, je mentionne la CROI et les conférences de l'International AIDS Society parce qu'ils ont été aussi parmi les premières à réagir, à mettre à disposition toutes les ressources et le savoir-faire pour que les gens qui s'intéressaient à la recherche sur les SARS-CoV-2 puissent se réunir. Et donc, la CROI 2020, je pense, qui a été une des premières conférences à être annulée en présentiel. On était tous les valises dans les mains. Certains sont partis quand la conférence a été annulée. Et le 12 mars déjà, il y avait eu une session spéciale sur la COVID-19. Donc, une réactivité énorme qui je pense, qui a permis de mobiliser très rapidement toutes ces ressources.
par rapport à l'adaptation des outils existants, et je dirais un mot rapide, et je vais prendre comme exemple les anticorps neutralisants. Donc, les anticorps neutralisants à large spectre, c'est quelque chose, sont des molécules qui ont attiré beaucoup d'attention dans les contextes de la recherche sur le VIH-Sida, parce que depuis des années, on connaît que certaines personnes sont capables de développer ces anticorps neutralisants à large spectre, qui sont capables de produire différents types d'activités. Il peut bloquer directement le virus. Il peut aussi, en médiant certaines activités, contribuer à l'élimination de la cellule infectée. Et on sait aujourd'hui que les complexes qu'ils vont former avec des fragments de virus qu'ils reconnaissent ont aussi une certaine activité vaccinale qui peut augmenter les réponses immunitaires de l'organisme. Et donc, sur la base de ces recherches, il y a eu depuis 10-15 ans tout un investissement pour mieux comprendre les facteurs qui menaient au développement de ces anticorps, à la mise en place de plateformes d'analyse haut débit pour identifier les anticorps les plus prometteurs, le système d'identification de ces cibles viraux et les cellules productrices, et finalement à la production à grande échelle pour usage clinique. Donc, par exemple, dans les contextes de l'infection SARS-CoV-2, et donc immédiatement, dès qu'il y a eu les premiers cas de SARS-CoV-2 et de COVID-19, les chercheurs ont commencé à screener avec ces mêmes outils des plasmas des personnes qui sont récupérés de la COVID-19, et donc pour screener, identifier des plasmas qui portaient des anticorps puissants, donc capables de reconnaître différentes choses et capables de les faire avec des concentrations très faibles. Donc, grâce à ça, et encore une fois, à toutes les plateformes qui étaient disponibles, il y a aujourd'hui déjà 4 anticorps neutralisants à degré clinique qui sont en train de tester dans des essais cliniques, et donc qui ont reçu des approbations pour utilisation clinique en combinaison. Et donc, on verra les premiers résultats sont très prometteurs en termes de ces anticorps sembleraient être capables de diminuer l'impact de la maladie pour des personnes infectées avec le SARS-CoV-2. Bon, on est toujours dans des étapes très préliminaires, mais prometteuses. Les mêmes outils ont servi pour pouvoir identifier ce qu'on appelle les corrélats de protection. Donc, j'ai parlé des vaccins COVID-19, et on sait qu'on a différents vaccins avec différents niveaux d'efficacité. Et donc, vous voyez comment les premières analyses semblent bien se superposer, cette efficacité des différents vaccins que vous voyez sur la courbe, avec la puissance neutralisante des anticorps qu'on peut mesurer dans les plasmas des personnes qui ont été immunisées. Et finalement, on peut utiliser les mêmes types de plateformes, de ressources. C'est les choses qui font, par exemple, l'équipe d'Olivier Source à l'Institut Pasteur, et qui permet de suivre l'épidémie en temps réel. Donc, on peut prendre ces anticorps neutralisants. Dès qu'il y a une variante, on peut tester sa susceptibilité à ces anticorps neutralisants qui sont produits naturellement, ou qui sont induits par la vaccination, ou qui sont produits synthétiquement comme médicaments. Et on voit comment certains médicaments, certains de ces anticorps continuent à être très efficaces contre tous les variants, mais on voit avec inquiétude que certains des nouvelles variantes dont on parle beaucoup dans les médias ont une sensibilité un peu moins importante à ces anticorps. Donc, ça nous sert aussi comme mesure de surveillance. Et donc, tout ça, c'est un des exemples, mais il y en a beaucoup grâce à des plateformes qui étaient toutes prêtes et qui ont pu être transformées en question de quelques jours. Est-ce que la recherche SARS-CoV-2 peut aider la recherche VIH-Sida? Au contraire. Et donc, on en parle beaucoup de vaccins et toutes les promesses de vaccins autour de l'ARN messager. Et je pense qu'effectivement, les vaccins basés sur l'ARN messager ont été déjà testés dans les contextes VIH-Sida, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je pense qu'il y a une autre intervention cet après-midi qui va abonder dans les contextes vaccinaux, mais effectivement, ils n'ont pas été encore testés dans la clinique. Et maintenant, avec tout le recul, toute l'expérience, les effets d'avoir vacciné à des millions de personnes avec ces vaccins va sans doute faciliter la mise en place de ces essais cliniques VIH très rapidement. Par contre, je pense qu'il ne faut pas oublier
que COVID-19, d'un point de vue vaccination, c'est un succès sans précédent. On a un nombre assez impressionnant de vaccins très efficaces, disponibles dans un temps record, et certains avec des stratégies qui n'ont pas fonctionné, en tout cas dans un premier temps, dans le contexte du VIH. Et donc, comme différentes possibilités pour expliquer ça, et je pense qu'il faut qu'on considère encore une fois qu'on est face à des virus très différents. Et cette petite sphère représente la diversité génétique des virus. Donc, vous savez, en rouge, c'est différents coronavirus. Donc, les toutes premières, toutes petites, c'est le SARS-CoV-2 et la diversité génétique. Et après, on voit différents d'autres virus pour lesquels il y a des vaccins disponibles aujourd'hui et la diversité génétique du VIH. Donc, c'est une question de plusieurs ordres de grandeur, des difficultés supplémentaires à laquelle on est confronté. Évidemment, les stratégies vaccinales sont moins compliquées quand elles ciblent des virus très homogènes que quand elles ciblent des milliers de variantes. On a entendu il y a quelques mois des résultats qui ont été communiqués avec un peu d'exagération sur un vaccin mRNA contre le VIH qui serait efficace au 97%, et malheureusement, nous ne sommes toujours pas. Et là, donc, de quoi il s'agissait cette annonce? Donc, sur la base de ces vaccins ARN messager, ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que quelques personnes qui ont reçu ces vaccins pouvaient induire des cellules B, donc des cellules capables de produire les précurseurs de ces anticorps neutralisants dont je vous parlais tout à l'heure. Mais on sait aujourd'hui que ces précurseurs ne sont pas suffisants pour bloquer efficacement l'infection et qu'il faut tout un processus de dématuration pour arriver là. Dans certaines personnes, ça se fait naturellement par l'exposition au virus. Dans un contexte vaccinal, il faudrait tout un processus pour arriver à développer ça. Et donc, les premières annonces, c'est qu'on est arrivé à faire cette première phase de la vaccination. On ne sait pas encore aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir qu'à partir de là, on va arriver jusqu'au bout, mais on ne sait pas encore aujourd'hui si ça sera efficace, on l'espère, mais ça reste à voir. Donc, l'épidémie COVID-19, je pense qu'il va avoir d'autres conséquences positives. L'une, c'est l'accélération du partage du savoir. Donc, pour les personnes qui ne travaillent pas sur la recherche, peut-être ils s'ignorent que quand il y a des résultats qui sont produits par les chercheurs, donc il y a un manuscrit qui est rédigé, ça doit être soumis à un journal scientifique où il y a d'abord un éditeur qui va faire une première évaluation. Il peut rejeter en considérant que la qualité ne mérite pas d'être publiée dans le journal, ou s'il pense que la qualité est suffisante, il envoie à d'autres collègues chercheurs qui, de façon anonyme, vont faire une évaluation objective de cette recherche. C'est un processus qui prend des mois. Les plus suivants. Donc, ces collègues vont donner une recommandation. Ça peut être rejeter l'article ou demander les plus suivants des manips supplémentaires pour renforcer certains points. Et donc, ce processus recommence jusqu'au moment où tout le monde est content avec la qualité des résultats et les données sont publiées. Donc, ça veut dire que dès que les résultats sont générés, à que d'autres collègues de façon plus large ont accès à ces données, il y a des mois, voire des années qui vont passer. Par contre, depuis un certain temps, il y a ce qu'on appelle des préprints qui sont mis en place. Donc, c'était une initiative qui n'était pas très adoptée par les recherches en sciences biologiques, au moins en tout cas, on va dire. Et ça consiste en même temps qu'on soumet notre article à un journal, on peut le mettre dans un serveur où cet article est disponible immédiatement pour la communauté. Donc, c'est quelque chose qui a explosé pendant la période de la COVID pour partager le plus rapidement les connaissances. Et il y a quelques jours, il y avait plus de 16 000 manuscrits de recherche qui étaient disponibles dans les serveurs les plus connus. Donc, ça permet d'être beaucoup plus efficace dans la communication scientifique. Ça permet aussi, contrairement à la publication par les journaux classiques, une validation qui est ouverte à toute la communauté. Malheureusement, on a vu qu'il y a beaucoup d'articles qui arrivent et que cette validation communautaire ne se fait pas dans les faits. Donc, c'est toujours important de pouvoir valider ça par des moyens plus traditionnels. Mais en tout cas, donc, il faut savoir
que dans la pratique, il s'agit des études qui ne sont pas validées par d'autres collègues qui n'ont pas été confirmées. Et donc, l'excitation de voir des données apparaître plus rapidement, ça confronte à la responsabilité de chacun d'évaluer sérieusement ce qu'on a en face et se faire une idée de la qualité de ça. Et il y a eu cet abus, je pense, pour certains laboratoires sur la précipitation dans les communications publiques des résultats qui n'étaient pas encore vraiment validés. Je pense aussi que c'est un moment charnière pour que le monde académique reprenne le contrôle sur la communication des données scientifiques. Donc, grâce à ces repositories, serveurs, preprint, peu importe la façon où on veut parler des choses. Mais pour ceux, encore une fois, qui ne connaissent pas cette business, donc, grosso modo, les chercheurs font la recherche. Les chercheurs payent aux journaux pour qu'ils publient la recherche. Les chercheurs font cette évaluation en aveugle de façon gratuite et les chercheurs doivent payer aussi pour avoir accès aux journaux pour lire les autres articles. Donc, comme vous voyez, pour certains journaux, c'est le jackpot. Il n'y a pas beaucoup d'investissement et aujourd'hui, la publication scientifique donne plus de revenus que ce qui génère Amazon, Google ou Apple, par exemple. Donc, il faut qu'on se saisisse de ces moments pour que le monde académique, les sociétés savantes récupèrent le contrôle de cette publication scientifique. Et je pense qu'au moment, et il y aura encore aujourd'hui d'autres personnes qui vont parler de ça, mais j'ai ressenti une fragilisation de l'image de la recherche française lors de la pandémie Covid-19. Il y a eu une mobilisation massive des chercheurs dans les comités publics et dans les médias. Cette exposition a eu un double tranchant. Comment faire la différence entre les porte-parole légitimes et les experts autoproclamés ou qui ont été désignés de façon plus ou moins arbitraire par les médias. Je crains que parfois la prudence des chercheurs et l'objectivité, la prudence a été prise comme un signe de faiblesse et que d'autres fois l'arrogance de certains a été prise comme un signe de sagesse. C'est quelque chose qui m'a énormément chagriné pendant ces mois de pandémie. Confrontation, polémique, contradiction alimentée par certains médias et finalement le message qui arrive à la société est confus. Et je pense que là, le docteur Anthony Fauci, qui pour moi c'est un extraordinaire communicateur scientifique, il dit toujours qu'un chercheur doit se limiter quand il parle au public aux données et aux évidences scientifiques et pas autant parler des suppositions. Qu'il faut admettre quand on ne sait pas quelque chose, et d'ailleurs dans le monde de la recherche, les plus souvent, on ne sait pas quelque chose, surtout quand on est face à un virus nouveau et une épidémie qui se développe, et que le but n'est pas de montrer à quel point un chercheur est intelligent, sinon faire comprendre aux gens de quoi vous parlez. Et je pense que ces messages n'ont pas été toujours suivis dans cette pandémie Covid-19. Il y a eu ça c'est mon avis très subjectif, un changement dans la façon où la parole scientifique a été considérée dans la gestion de l'épidémie, avec une méprise à la fin de l'objectivité des données scientifiques, ce qui n'a pas aidé à valoriser l'image de la recherche française, une accentuation des échecs versus les succès, notamment autour du vaccin COVID-19. Mais je pense qu'avec le recul, tous les progrès scientifiques et médicaux qui ont été accomplis devraient avoir un impact positif dans l'image de la recherche. Et finalement, comment expliquer l'accélération de toutes ces prouesses accomplies dans un temps record? Et donc, selon le site d'EBEX, sur la base de données d'EBEX, et donc depuis le début de 2020, il y a eu plus de 12 milliards de dollars qui ont été mobilisés pour la recherche SARS-CoV-2, donc des chiffres qui n'ont jamais été mobilisés pour la recherche sur le VIH-Sida, évidemment, donc plus de 1 milliard de dollars en grande recherche, comme on les considère nous, notamment. Donc, je pense que ça doit être positif à la fin parce qu'il va y avoir une expansion d'infrastructures de recherche, nécessaires pour travailler dans des conditions de biosécurité, des laboratoires, des animaleries, des entreprises, des laboratoires qui sont impliqués sur le développement des recherches, des antiviraux, des vaccins et qui n'étaient pas impliqués auparavant et qui peuvent continuer leur effort dans les contextes du VIH et d'autres maladies infectieuses. Et donc, capacité de recherche et développement et production augmentée. Donc, c'est une opportunité unique, mais il faut suivre parce que la crise économique peut faire que les prévisions budgétaires soient insuffisantes et que finalement, à la fin, les ressources réduites
que ça puisse aboutir sur des ressources réduites finalement pour la recherche sur le VIH et les autres maladies infectieuses. Et c'est un peu la crainte qu'il y a la communauté de recherche VIH autour de la nouvelle agence ANRS maladies infectieuses émergentes, qui c'est une excellente idée, une excellente opportunité, mais qu'il faut qu'il y ait des moyens durables à la hauteur de ces ambitions. Et je finirai, et je ne vais pas lire avec ces mots de James Cablin qui ont été publiés aussi dans le journal de la IAS et qui viennent à dire que finalement, on a une autre opportunité, c'est qu'il y a une culture scientifique sans précédent dans la société et qu'on a les chercheurs de demain qui sont là avec probablement un pool de chercheurs de demain énorme et qu'il faut qu'on leur donne les moyens, il faut qu'on continue à alimenter leur curiosité, évidemment à leur donner envie de devenir chercheurs par la suite. J'ai fini là. Merci beaucoup à tous pour votre attention. À bientôt. Merci beaucoup, Azier. Et c'est, comme je vous l'avais dit dès le début, c'était absolument passionnant. J'ai juste oublié de préciser, Azier, que tu es le président du comité scientifique et médical de SIDAction, et donc je voulais quand même le rappeler. On est au terme de cette plénière que j'ai trouvée à la fois riche et instructive. On en ressort en ayant appris. Et c'est toujours à ça que je mesure l'intérêt d'une session. Elle conforme que les moments que nous vivons sont à la fois absolument exceptionnels, mais qu'au-delà des drames qu'il convient de surtout pas oublier, hein, parce que c'est quand même des drames vécus dans des dizaines de milliers de familles en France, dans des millions de familles de par le monde, il y a eu aussi des leçons et des apports qui peuvent, je l'espère, nous rendre plus forts demain, y compris contre le VIH. Voilà, merci à tous d'avoir assisté à cette session. Je sais qu'il y en a une autre qui commence, il y en a 3 autres, pardon, qui commencent dans 5 minutes. À très bientôt et merci.